Quand on navigue un petit peu sur internet, on peut quelquefois tomber sur certains articles à sensation, comme par exemple celui que je viens de vous mettre à l'écran, qui est un article issu du média Fortune, qui explique que 0,1% des holders de Bitcoin détiendraient environ un tiers de la supply. Donc c'est vrai que ça peut faire relativement peur quand on va pas plus loin que ce genre d'informations qui nous sont présentées comme ça au premier abord. Et c'est absolument pas le seul média, hein. Il y a également aussi Bloomberg, avec un article qui est un petit peu plus vieux cette fois-ci, mais qui expliquait néanmoins que 2% des comptes Bitcoin détiendraient environ 95% de la supply. Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'essayer de prendre du recul sur les informations qui nous sont présentées justement sur ce genre d'article, puisque on va le voir ensemble, il y a une bonne partie des informations qui ont été cachées, et l'objectif de ce genre d'article-là, c'est de faire un peu du sensationnel, de faire peur, et bien évidemment de vendre du papier. Avec ces articles à sensation, on se rend compte qu'il y a quand même un fond de vérité, mais encore une fois, on vous dit pas tout. Et donc pour ça, j'ai extrait certaines données qu'on peut retrouver sur bitinfochart.com en allant sur la sous-catégorie qui s'appelle Bitcoin Rich List, et vous allez tomber sur ce genre de tableau sur lequel on va avoir du coup une répartition de l'ensemble des adresses Bitcoin avec le montant détenu sur chacune de ces adresses, ce qui nous fait une certaine répartition de la détention des Bitcoins en fonction des différentes adresses qui sont représentées sur la blockchain. Et en l'occurrence, si on va un petit peu plus bas, on se rend compte qu'il y a 41,38% des coins aujourd'hui qui sont détenus par à peu près 2100 adresses. Donc c'est vrai que ça peut faire relativement peur quand on n'analyse pas en détail tout ça, et ça revient aux informations qui vous sont à peu près présentées sur les articles précédents. Néanmoins, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que pour certaines de ces adresses-là, elles sont détenues par des plateformes d'échange. Donc déjà, vous savez que une personne peut avoir plusieurs adresses Bitcoin différentes. Moi, je peux très bien avoir 10, 20, 30, 40 adresses différentes, mais en plus de ça, vous avez certaines de ces adresses qui sont détenues par des plateformes d'échange, et donc une adresse peut en réalité représenter les fonds de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes qui auront déposé au préalable leurs fonds sur ces plateformes d'échange. Et donc si on descend un petit peu plus bas, on peut voir par exemple que cette première adresse qui détient plus de 252 000 bitcoins est en réalité un portefeuille qui est détenu par Binance. On en a en dessous pour la plateforme Bitfinex, également aussi encore un autre sur Binance, on a aussi OKEx, encore Binance. Donc ce que ces articles un petit peu à sensation qui ont pour unique objectif et principal objectif de vendre du papier, hein, tout simplement. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que la majorité en fait de ces adresses-là, qu'une grosse partie de ces concentrations en fait de Bitcoin sont en réalité des adresses qui sont détenues par des plateformes d'échange et qui, in fine, à la base, sont représentatifs des fonds qui sont déposés par les utilisateurs sur ces plateformes. Donc vous connaissez l'adage, hein, not your keys, not your Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'on vous invite tout le temps à ne pas laisser forcément vos fonds sur des plateformes d'échange, puisque si jamais un jour il y a un hack, il y a un problème sur la plateforme, vous ne serez sans doute pas en mesure de pouvoir retirer vos fonds. Mais voilà, il faut toujours arriver à prendre du recul lorsque vous voyez ce genre d'informations, et là en l'occurrence, on se rend compte qu'il y a quand même des points sur lesquels ça aurait été intéressant en tout cas dans ces articles de pouvoir les stipuler, puisque ça peut pousser les gens à avoir des mauvaises idées en tout cas sur le marché des crypto-monnaies. Ce qui est important de noter, c'est que sur la plupart de ces articles un peu sensationnels vous parlent et essayent de vous faire peur en vous démontrant que les baleines ont la possibilité de manipuler en fait le réseau Bitcoin, ou de manipuler Bitcoin, et dans ça ils font pas forcément la distinction entre les différents types de manipulations qui peuvent exister. Premièrement, vous allez avoir la manipulation en l'occurrence d'un réseau ou d'un protocole, et pour le cas de Bitcoin et pour la plupart aujourd'hui des projets Proof of Work, vous n'avez pas la possibilité de manipuler le réseau Bitcoin en détenant des grosses quantités de crypto-monnaies. C'est pas parce que vous allez détenir 10 000, 20 000, 100 000 Bitcoin que vous pourrez décider demain de ne pas valider une transaction ou de changer quoi que ce soit au sein du protocole Bitcoin. Par contre, si vous détenez une grosse quantité de crypto-monnaie, vous allez avoir la possibilité de manipuler le cours de la crypto-monnaie en question, à la hausse ou à la baisse. Si demain je veux acheter 100 000 Bitcoin, en effet, si je le fais de la manière traditionnelle en allant sur des plateformes
plateformes d'échange, il y a fort à parier, vu qu'on est sur un marché qui est très peu liquide aujourd'hui, que je vais influencer le cours de la crypto-monnaie en question. Et pareil, si je souhaite vendre des grosses quantités de crypto-monnaie, je vais pouvoir influencer aussi à la baisse le cours de la crypto-monnaie en question. Donc ça, c'est pour les crypto-monnaies Proof of Work. Pour les crypto-monnaies Proof of Stake, pour le cas par exemple de l'Ether, qui va passer du Proof of Work au Proof of Stake, on a beaucoup de personnes critiques, en tout cas pour ce passage du Proof of Work à Proof of Stake, qui expliquent notamment que ce changement de consensus amènerait une centralisation, en tout cas beaucoup plus importante, puisque pour le cas des crypto-monnaies Proof of Stake comme l'Ether et comme il en existe de plus en plus aujourd'hui, on a la possibilité de manipuler là en l'occurrence le réseau en fonction du nombre de coins ou de tokens que l'on détient notamment dans notre portefeuille. Donc il y a toute une théorie des jeux qui peut également aussi se mettre en jeu en disant que les personnes qui détiennent une grosse quantité de crypto-monnaies n'ont pas forcément d'intérêt à faire n'importe quoi sur le réseau, puisque sinon les gens perdent confiance envers le protocole et la quantité importante de coins ou de tokens qu'ils possèdent auront moins de valeur. Mais néanmoins, voilà un petit peu le débat qui peut exister entre les deux types de consensus les plus connus, le Proof of Work et le Proof of Stake. Si on se rend sur un site qu'on vous a présenté à de nombreuses reprises sur notre chaîne YouTube, qui s'appelle Glassnode, on peut également se rendre compte que les entités qu'on appelle les baleines, qui détiennent entre 1000 et 10 000 bitcoins, sont de plus en plus nombreux, mais encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Déjà, quand on analyse et quand on se rend compte que une grosse partie de ces portefeuilles sont issus directement des plateformes d'échange, et puis derrière, de se rendre compte que même si ces personnes-là détiennent des grosses quantités de Bitcoin, même s'ils peuvent manipuler le prix à certains moments, ils n'ont pas la possibilité de manipuler le réseau Bitcoin comme on peut quelquefois l'entendre sur certains de ces articles à sensation. En plus de ça, si on analyse certains indicateurs techniques comme par exemple la Hodl Wave qu'on vous a présenté à de nombreuses reprises sur notre chaîne YouTube, vous pouvez vous rendre compte que les holders, donc les personnes qui détiennent leur crypto-monnaie, au fur et à mesure que le protocole évolue, que l'écosystème crypto-monnaie prend de plus en plus d'ampleur et que les gens ont de plus en plus confiance envers notamment Bitcoin, puisque ça reste aujourd'hui la crypto-monnaie la plus connue, la plus médiatisée et la plus utilisée, on se rend compte que les personnes qui investissent et qui détiennent un certain nombre en fait de Bitcoin décident de les détenir pour des périodes qui sont de plus en plus longues, et c'est ce que représente aujourd'hui cette Hodl Wave, et on voit que même s'il y a des gros détenteurs de Bitcoin, qu'il y en a de plus en plus, les personnes ont de plus en plus tendance à détenir leurs fonds pour des périodes de plus en plus longues parce qu'ils y voient un intérêt, parce qu'ils pensent que les coins qu'ils détiennent aujourd'hui auront une valeur sans doute beaucoup plus importante dans les années à venir. Donc il n'y a pas forcément une incitation à vendre immédiatement. On voit que même s'il y a des fluctuations sur le court terme, la tendance de fond reste extrêmement haussière et la confiance envers le réseau est toujours de plus en plus positive, de plus en plus importante, et ce qui est quand même extrêmement rassurant pour les personnes qui souhaiteraient investir dans le domaine des crypto-monnaies. Néanmoins, malgré les informations que je viens de vous évoquer dans cette vidéo, on a d'autres critiques qu'on peut retrouver régulièrement sur internet, et notamment une qui revient souvent et qui explique que les répartitions de richesse et les inégalités de richesse qu'on retrouve sur la finance traditionnelle, en réalité on les retrouve au sein de l'écosystème Bitcoin. Et en effet, même si une bonne partie des adresses que je vous ai présentées tout à l'heure sont issues des plateformes d'échange, on peut pas nier le fait qu'il y a certaines entités, il y a certaines personnes, certaines entreprises qui détiennent des quantités importantes et non négligeables de Bitcoin. Et donc ces répartitions de richesse et ces inégalités de richesse qu'on retrouve sur la finance traditionnelle, on est également aussi capable de les retrouver au sein de l'écosystème Bitcoin. Il y a quand même une grosse différence fondamentale entre les deux, c'est que lorsque Bitcoin a été lancé, ça a été lancé sur une base égalitaire, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, que vous soyez dans un pays du tiers-monde, aux États-Unis ou même dans un pays en Europe, en France par exemple, vous avez les mêmes égalités de chances de pouvoir, en tout cas au début, vous aviez les mêmes égalités de chance de pouvoir participer sur le réseau et puis d'acquérir des bitcoins lorsque ces derniers valaient un prix nettement plus faible que ceux qui sont aujourd'hui. Ce qui n'est absolument pas le cas dans la finance traditionnelle. Si vous êtes dans un pays du tiers-monde, vous n'avez absolument pas la possibilité d'avoir les mêmes outils et les mêmes infrastructures financières auxquelles nous on a le droit lorsqu'on est dans des pays développés. Donc l'égalité des chances n'est absolument pas la même, en tout cas dans la finance traditionnelle. Et puis pour le cas de Bitcoin,
au début. C'est sûr qu'aujourd'hui, si vous souhaitez acheter les mêmes montants de Bitcoin que certaines entités qui détiennent plusieurs centaines de milliers de Bitcoin, ça va être très compliqué, à moins d'avoir une très grosse entreprise ou peu importe. Mais c'est vrai que pour monsieur et madame tout le monde, ça va être relativement compliqué. Mais il faut vraiment repartir de la base, dire que l'égalité des chances au début était quand même nettement plus marquée pour le cas de Bitcoin que ce qu'elle n'a jamais été dans la finance traditionnelle aujourd'hui. Et en plus de ça, vous avez un effet qui s'appelle l'effet Cantillon, sur lequel je vous invite à vous renseigner. J'avais fait une vidéo complète là-dessus, mais en gros, ce qu'est cet effet Cantillon, c'est que si vous avez aujourd'hui beaucoup d'argent, les banques vont vous prêter de l'argent avec des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui relativement faibles. Cet argent-là, vous avez la possibilité de l'investir dans des actifs financiers, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être dans ce que vous voulez, et sans pour autant subir les effets liés à l'inflation et à l'impression monétaire. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce qui explique en partie les inégalités qu'on retrouve dans la finance traditionnelle, c'est à cause justement de cet effet Cantillon, et en tout cas pour le cas du Bitcoin, cet effet Cantillon vise à être amoindri au fur et à mesure du temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et comme d'habitude je vous mets dans la description de la vidéo deux liens, le premier vers notre guide que vous pourrez télécharger, qui va vous aider à faire vos premiers pas efficacement dans le domaine des crypto-monnaies, et le second qui va vous permettre de réserver un appel avec nous pour pouvoir recevoir déjà dans un premier temps votre plan stratégique d'investissement, mais également pour échanger avec nous de vive voix sur votre situation personnelle, sur vos objectifs personnels, et voir comment on pourrait potentiellement vous accompagner à investir de manière plus durable dans le domaine des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!